Bonjour. C'était l'époque des grands bals. La République était joyeuse et insouciante. À l'Élysée, on dansait tous les lundis. Le président de la République était appelé Monseigneur ou Votre Altesse. Il faut dire qu'il se nommait Louis-Napoléon Bonaparte et qu'il était le neveu du grand Napoléon. Il fait danser la République en attendant de la faire sauter, raillait Victor Hugo qui commençait à pencher pour l'opposition. Celle-ci, dans La Révolution démocratique et sociale, écrivait: Le président de la République danse. Encore un genre de supériorité sur son oncle, assez mauvais danseur. Il est bien, disent les femmes. Quelle dignité dans son geste, quel éclair dans son regard. Il vole de belle en belle, empressé, galant. Il manie bien le gourdin. Il danse savamment. C'est plus qu'il ne faut pour régner. Rétablir l'Empire, Louis-Napoléon y pensait certainement. Mais il était hésitant, car comment concilier deux idées contradictoires qui l'animaient, la légitimité napoléonienne et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'il défendait farouchement. Depuis longtemps, son rêve était d'assurer la liberté aux Français et d'améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière. Il se considérait comme un socialiste, ce qui lui permit de lancer un jour cette boutade. Quel gouvernement que le mien! L'impératrice est légitimiste, Napoléon Jérôme républicain, Morny orléaniste, et je suis moi-même socialiste. Il n'y a de bonapartiste que Persigny, mais il est fou. Il est vrai que le duc de Persigny, son ministre de l'Intérieur, l'un de ses plus fidèles amis depuis 1834, et le plus désintéressé de ses soutiens, était celui de tout l'entourage du prince-président qui souhaitait le plus ardemment l'instauration de l'Empire. C'était aussi incontestablement le souhait des Français, qu'il avait élu triomphalement à la présidence de la République en décembre 1848. Dans le double but de lui prouver que les Français souhaitaient le voir devenir empereur et de vaincre sa timidité maladive et son indécision viscérale lorsqu'on lui parlait d'empire, Persigny organisa un grand voyage du président à travers la France, au cours duquel, il en était persuadé, il serait plus accueilli en empereur qu'en président de la République. « Je le ferai empereur malgré lui, annonça-t-il. Je le ferai assourdir de tels cris de vive l'empereur qu'il faudra bien qu'il se rende. » Dans toutes les villes qu'il traversa, Louis-Napoléon fut en effet acclamé comme le futur empereur, à quelques exceptions près. Persigny avait bien travaillé et mené rondement son affaire. Pourtant, Louis-Napoléon n'était pas entièrement convaincu. Et après son passage à Saint-Étienne et quelques incidents avec des ouvriers qui n'avaient pas apprécié le panneau « Ave César Imperator », il exprima même l'intention de refuser l'Empire et de le dire nettement dans un discours prévu à Lyon. Persigny, affolé, parvint à l'en dissuader, car, lui dit-il, il est trop tard pour arrêter un mouvement d'opinion qui a envahi la France entière. Louis-Napoléon finira par céder et remania son discours
Mais Persigny restait inquiet, car, après Lyon, on allait pénétrer bientôt au cœur des mauvais départements, ainsi que l'annonçait Saint-Arnaud à son frère. Saint-Arnaud, qui sera ministre de la guerre en 1851, était aussi un ami dévoué du prince-président. Toutefois, au grand soulagement de tous, arrivé à Valence, dans la Drôme, les Valentinois le reçurent chaleureusement. Il put retrouver le souvenir de son oncle en visitant la maison où vécut le lieutenant en second Bonaparte, et la traditionnelle petite fille lui récita l'inévitable et médiocre quatrain. Lorsque, par ses soins aujourd'hui, à notre bonheur il conspire, que Napoléon de l'Empire soit le chef, la gloire et l'appui. Malheureusement, on apprit ce jour-là qu'une machine infernale avait été découverte par la police à Marseille, où le président devait faire son entrée le 25 septembre en gare Saint-Charles, dans une maison située chemin de la Madeleine sur le passage du cortège. Le mot conspire, même s'il rimait avec empire, parut alors bien maladroit. Cette machine infernale devait nous envoyer dans un monde meilleur et changer nos triomphes en massacres. Dieu ne l'a pas permis. La tâche du prince n'est pas terminée. Nos triomphes continuent malgré cette machine qui devait éclater au milieu des roses et des bouquets, écrit Saint-Amand à son frère. Cette révélation eut cependant un effet positif. La population marseillaise le reçut avec enthousiasme, ce qui n'était pas du tout prévu, Marseille n'ayant jamais été très bonapartiste. Cependant, comme l'organisateur de l'attentat, un certain Antoine Gaillard, ouvrier à l'usine Taylor, avait pu prendre la fuite sans aucune difficulté, direction Naples, il n'en fallut pas plus pour que certains, comme le fameux chansonnier marseillais Victor Gelu, considèrent que cette affaire avait été montée de toutes pièces par la police pour justifier certaines mesures prises, comme l'emprisonnement préventif de quelques opposants, et forcer la sympathie de la population pour le prince-président. Le légat du pape, l'envoyé du roi de Naples, un Bourbon, ainsi que des chefs arabes venus d'Algérie, vinrent bientôt féliciter Louis-Napoléon d'avoir échappé à l'attentat. « Nous vivons en plein empire !» s'extasie Saint-Arnaud, « et les oreilles me cornent, vive l'empereur !» L'attentat manqué avait retourné l'opinion en faveur de Louis-Napoléon, qui fut invité à poser la première pierre de la nouvelle cathédrale. Avec habileté, et sans doute aiguillonné par Persigny, il s'adressa en ces termes aux Marseillais dont il connaissait l'attachement à la religion et à monseigneur Eugène de Mazenod, l'évêque de la ville. Partout, je m'efforce de soutenir et de propager les idées religieuses, les plus sublimes de toutes, puisqu'elles guident dans la fortune et consolent dans l'adversité. Mon gouvernement, je le dis avec orgueil, est peut-être le seul qui ait soutenu la religion pour elle-même. Il la soutient non comme instrument politique, mais pour plaire non plus à un parti, mais uniquement par conviction et par amour du bien qu'elle inspire comme des vérités qu'elle enseigne. Lorsque vous irez dans ce temple, appeler la protection du ciel sur les têtes qui vous sont chères, sur les entreprises que vous avez commencées, rappelez-vous celui qui a posé la première pierre de cet édifice, et croyez que,
s'identifiant à l'avenir de cette grande cité, il entre par la pensée dans vos prières et dans vos espérances. Des acclamations et des vivats répondent à ce discours. L'évêque de Marseille ne dissimula pas sa satisfaction et informa le président de ses projets ambitieux pour notre cité, et notamment celui de construire également une autre église sur la colline qui domine Marseille, en lieu et place d'une ancienne chapelle qui attirait les pèlerins depuis le XVe siècle, et il lui présenta l'architecte Vaudoyer, chargé de sa réalisation. Les travaux de ce qui deviendra le symbole même de la ville, Notre-Dame de la Garde, commenceront l'année suivante, et la nouvelle église sera consacrée en 1864. Comme prévu, le prince-président posa également la première pierre du palais de la Bourse. Parmi les personnes présentes se trouvait un enfant d'une douzaine d'années, le petit Émile Zola, qui accompagnait sa mère, invitée par les autorités locales en tant que veuve d'un grand ingénieur, à la cérémonie de la Bourse. À nouveau, Louis-Napoléon est acclamé. Mais cet accueil n'apaisait pas la crainte diffuse de Persigny et de Saint-Arnaud, qui redoutaient un autre attentat contre l'homme, écrit-il à son frère, qui sauve et grandit la France. Il ajoutait: l'enthousiasme fait la traînée de poudre, la présence du prince y met le feu. Les mariniers et les dames de la halle de Marseille offrent au prince un bouquet de fleurs, de fruits, entremêlés de langoustes, de macreuses et de thon. Une association d'anciens militaires lui présente une couronne d'or mêlée d'épis de blé, de laurier et d'abeilles. Le procès-verbal officiel fera état de cris de « Vive l'empereur !» et d'élan d'adulation. Mais, là encore, Victor Gélu fera entendre un son de cloche différent en déclarant: aucun vivat ne sortit de la foule de ces 300 000 personnes qui fourmillaient ces 3 jours sur le pavé de Marseille, à part une trentaine de petits décrotteurs soudoyés qui suivaient en tout lieu le cortège de l'Altesse impériale, acclamant celle-ci à tue-tête pour gagner leur demi-piastre. Quelques enfants, quelques Corses, visant au conseil municipal et au ruban rouge, quelques militaires invalides, abrutis par l'âge, par les infirmités et par les petits vers. La vérité, me semble-t-il, est située, comme souvent, entre les deux. Enfin, le soir, au Grand Théâtre, on roucoula une cantate sur l'air de « Partant pour la Syrie », composée jadis par la mère du prince-président. Fils de la belle Hortense, Dieu vous donne à la France, et la France à son tour, belle aussi d'espérance, se donne à votre amour. Après Marseille, Louis Bonaparte se rendit à Toulon le 27 septembre, à bord du gigantesque Napoléon, un vaisseau de guerre à vapeur et à hélice, puis ensuite à Aix-en-Provence, et il poursuivit son voyage dans une Provence qui lui semble désormais acquise. Le reste de son voyage se déroula également dans les meilleures conditions, et de retour à Paris, un retour qui ressemblait fort à un sacre, fut si triomphal que Louis-Napoléon finira par décider de franchir le Rubicon. Le 2 décembre 1851, il tente un coup de force, dissout l'Assemblée, rétablit le suffrage universel que celle-ci avait voulu restreindre, et proclame: l'Empire, c'est la paix. C'est la paix car la France le désire. Et lorsque la France est satisfaite, tout le monde est tranquille. La gloire se lègue bien à titre d'héritage, mais non la guerre.
Aussitôt, cette proclamation est accueillie par des démonstrations d'allégresse à Paris, comme en province, et à Marseille, où tous les établissements publics et le grand théâtre arborent des banderoles sur lesquelles on peut lire « La France est satisfaite, l'Empire c'est la paix, Vox Populi, Vox Dei ». Dans la capitale, on fait la queue à la porte des magasins vendant oriflammes, drapeaux et bannières, et des colporteurs proposent aux passants des médailles de Napoléon III, empereur. Mais, dans la cité phocéenne, le bel enthousiasme du mois de septembre semble toutefois être bien retombé. Les Marseillais paraissent indifférents et continuent à vaquer à leurs occupations en semblant ignorer les événements parisiens. 3 semaines plus tard, le coup de force est ratifié par plébiscite et l'année suivante, le 21 novembre, un autre plébiscite est organisé pour ou contre l'Empire. Le résultat ne fait pas de doute, et déjà aux vitrines des marchands d'estampes parisiens, on expose des portraits de Napoléon III en costume de sacre, copie de celui dessiné autrefois par David pour Napoléon Ier. On enregistre 7 824 oui contre 253 000 non. Mais il y a plus de 2 millions d'électeurs qui se sont abstenus, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Le nouvel empereur, qui prend le nom de Napoléon III, perpétue le Premier Empire, comme si la Restauration et le règne de Louis-Philippe n'avaient été que des incidents de parcours ou des parenthèses, en faisant proclamer par le Sénat que la dignité impériale était rétablie en France. Il est très heureux, et à Paris salue avec émotion la foule énorme qui se masse sur son passage à chacun de ses déplacements. On sait que l'un de ses premiers gestes de souverain, qui ira droit au cœur des pauvres gens, est de visiter les malades de l'Hôtel-Dieu. Ce jour-là, il passe devant la conciergerie, où, 12 ans plus tôt, il avait été enfermé en attendant un procès qui allait l'envoyer pour 6 années à la forteresse de Ham. Et il pense sans doute, quel chemin parcouru! Peu de temps plus tard, Adolphe Biot, président du corps législatif, oubliant ses opinions libérales de la veille, lui lance avec emphase « La France se livre à vous tout entière !» Tout entière, c'est vite dit. En fait, et Napoléon III, qui sera sacré le 2 décembre 1852, jour anniversaire du sacre de Napoléon Ier, de la bataille d'Austerlitz et du coup d'État, sait bien que le Midi a boudé les urnes du plébiscite, et cela l'attriste beaucoup. Et malgré les efforts du préfet, M. de Sulot, qui l'avait nommé en 1849, 52 000 électeurs seulement ont voté oui. Napoléon III est profondément blessé par ce résultat décevant et fait des reproches au préfet, des reproches injustifiés, car il aimait vraiment Marseille, cette ville joyeuse et exubérante où il faisait toujours beau, même en hiver. Comme le disait Madame de Scudéry, ce qu'il y a de commode à Marseille est qu'on fait des visites à la fin décembre sans avoir besoin de feu. Le soleil est toujours aussi pur et aussi clair que dans la saison où il fait naître les roses. En fait, il sait bien que Marseille ne s'est jamais donnée. Il faut la conquérir. Jules César, François Ier, Louis XIV, Robespierre en savent quelque chose, et Napoléon Ier lui-même, qui n'y est pas parvenu. Alors,
il ne va pas cesser de la courtiser, de la flatter, de lui faire des cadeaux somptueux, de la couvrir comme autant de bijoux, de monuments grandioses et de parcs magnifiques, à commencer par le parc Borelli, acquis par la ville et qui deviendra le bois de Boulogne marseillais. Bref, de la porter au nu. Mais il ne se montre pas comme l'amoureux timide qui envoie des bouquets de fleurs à sa bien-aimée et n'ose pas l'aborder. Il ne se montre pas comme s'il attendait qu'elle l'appelle. Ce n'est qu'en 1859 qu'il reviendra à Marseille dans le cadre de la guerre d'Italie. Il avait alors sensiblement serré la vis contre les opposants, notamment républicains. L'empereur arriva dans le port phocéen le 11 mai et se rendit directement sur le yacht La Reine Hortense, après avoir emprunté la rue de la Grande Armée, les allées de Meillan et la Canebière. À ses côtés se trouvaient le prince Napoléon, le préfet Besson et les maréchaux Vaillant et de Castellane, escortés par les lanciers de la garde impériale. Une fois à bord, Napoléon III décora de la Légion d'honneur le pilote-major du port de Marseille, Pierre-Henri. Comment l'empereur en était-il venu à se lancer dans la guerre d'Italie? Certes, l'ancien Carbonaro n'était pas indifférent au sort de l'Italie sous le joug de l'Autriche, mais une femme a joué un rôle essentiel dans son engagement aux côtés des Italiens. Il faut savoir en effet que les femmes ont tenu une place considérable dans la vie de Napoléon III. Camillo Cavour, ministre du roi du Piémont, qui souhaitait l'intervention de la France en Italie pour combattre l'Autriche, ne l'ignorait certainement pas, puisque, en 1857, il chargea une très jolie femme, sa propre cousine, la comtesse Virginia de Castiglione, d'une mission extraordinaire auprès de l'empereur. Virginia était d'une beauté rayonnante que n'égalait que son intelligence. Elle passait même pour être la plus belle femme d'Europe. À Marseille, l'avocat Antoine Berrière, pourtant généralement avare en compliments sur ses contemporains, rédigea un texte surprenant à son sujet. Je certifie pour tous, présents et à venir, que ni le port éclatant de la comtesse de Castiglione, ni son étrange beauté parfaite, ni sa jeunesse fleurie, ni sa situation exceptionnelle à travers l'univers, ni ses lèvres superbes, ni ses yeux flamboyants ou tristes qui disent tout ce qu'il y a en elle d'esprit, d'intelligence, de bonté, de cœur et de rare pénétration. La mission que lui assigna son cousin Cavour consistait à convaincre Napoléon III d'engager toutes ses forces dans une grande cause qui, par ailleurs, lui tenait particulièrement à cœur, celle de l'unité italienne. « Réussissez, ma cousine, par les moyens qu'il vous plaira, mais réussissez !» lui dit Cavour. Quant au chevalier Nigra, le plus proche collaborateur de Cavour, il lui écrira, en faisant allusion à une allocution que devait prononcer Napoléon III sur sa politique étrangère, « Essayez de tirer les vers du nez du vieux pour son discours. » Et la comtesse réussira parfaitement sa mission, puisque Napoléon III s'enflamma à la fois pour l'Italie et pour la belle comtesse qui devint très vite sa maîtresse. Il la logea dans un hôtel particulier, avenue Montaigne, où il se rendra régulièrement pendant 2 ans, entre 2 batailles civiles ou militaires, pour goûter au repos du guerrier. Le 31 juillet 1858,
L'autre vue de Plombières entre Napoléon III et Cavour scella l'alliance entre la France et le royaume du Piémont. En contrepartie de son intervention contre l'Autriche, la France obtiendrait le comté de Nice et le duché de Savoie. En avril de l'année suivante, la guerre était déclenchée contre l'Empire d'Autriche. À Marseille, les patriotes italiens ou français d'origines italiennes, partisans d'une Italie unie et libre, se réjouissent de la décision de Napoléon III qui, en février, avait fait publier une brochure intitulée « Napoléon III et l'Italie ». L'auteur en était un certain Arthur de la Guéronnière, qui, à la demande de l'empereur, se montrait très sévère entre les différents gouvernements italiens, sauf évidemment pour celui du Piémont. Ce texte rappelait la célèbre promesse de Napoléon Ier. J'ai toujours eu l'intention de créer libre et indépendante la nationalité italienne. N'avait-il pas, en son temps, souhaité ardemment la centralisation de tous les peuples géographiques qui, que la Révolution ou la politique ont dissous ou morcelé? Par la plume de la Guéronnière, le neveu s'explique ainsi. L'empereur Napoléon Ier a cru devoir conquérir les peuples pour les affranchir. Napoléon III veut les affranchir sans les conquérir. Comme on peut le deviner, après la promesse de Napoléon III d'attaquer l'Autriche, cette brochure confirmant les orientations de l'ancien Carbonaro enchante Giuseppe Garibaldi, futur héros de l'unité italienne qui a trouvé avec l'empereur des Français un singulier allié. Mais celui-ci est par nature indécis et versatile. Des paroles aux actes, le chemin est long et sinueux, et Napoléon III hésite, tergiverse et remet toujours ses décisions à plus tard. Pourtant, l'affaire semble bien engagée et l'empereur ne peut plus reculer, même s'il le voulait. Et déjà, avant que le mois ne s'achève, les corps d'armée commandés par le maréchal Baraguer d'Illiers et le général de MacMahon entraient dans la cité phocéenne sous les acclamations des Marseillais, se rendant en famille pour assister à l'embarquement des troupes et à celui spectaculaire des chevaux qui seront hissés précautionneusement au bout des palans. La mode est ici parmi les belles dames et beaux messieurs d'aller en promenade à la Joliette. C'est de là que partent de nouveaux compagnons d'armes à l'armée d'Italie, écrit Amédée Achard dans le journal des départs. On entendra, durant le déroulement de ces opérations, les cris de « Vive Napoléon III !», ce qui est assez rare à Marseille durant tout le Second Empire et mérite donc d'être souligné. On lance aussi très souvent, dans la foule endimanchée, venue là comme à la parade, « Vive l'Italie! Vive Garibaldi !» Tandis que l'armée de Napoléon III commençait à croiser le fer avec les Autrichiens, Garibaldi partit se mettre à la tête des chasseurs alpins, quoiqu'il eût plus de 50 ans et que ses rhumatismes le fissent beaucoup souffrir. Le roi Victor Emmanuel rêvait depuis longtemps, comme Garibaldi, d'une Italie unie et indépendante, et il était persuadé que Napoléon III allait la lui offrir dans un plat d'argent. Mais, après les brillantes victoires de Magenta, puis de Solferino, Napoléon III crut plus sage d'accorder aux Autrichiens l'armistice qu'ils sollicitaient. Et le 7 juillet 1859 fut signée une suspension des hostilités pour laisser le temps à la diplomatie et négocier les conditions de la paix. Pour se récompenser, en quelque sorte, de son intervention, il rattachera Nice et la Savoie à la France, sous réserve du vote favorable des habitants.
86% des électeurs niçois voteront pour le rattachement le 15 avril 1860, et ce sera pour Garibaldi un véritable déchirement que de voir sa ville natale accepter de se séparer de l'Italie au moment même où celle-ci commençait à s'unifier. En effet, par l'armistice de Villafranca, l'empereur d'Autriche, François-Joseph, avait remis à Napoléon III la Lombardie, que celui-ci céda aussitôt au Piémont. Une confédération italienne avait été alors placée sous la présidence du pape. Le Piémont s'était donc agrandi de la Lombardie et de Parme. Quant à la Vénétie, l'Autriche l'a conservée, ce qui, sur le moment, exaspéra Victor Emmanuel, lequel laissera éclater son chagrin. « Pauvre Italie! Quoi? Nous n'aurons pas la Vénétie! On nous refuse Mantoue, Modène! Quel désastre! » Il se reprit toutefois et assura à Napoléon qu'il n'oublierait jamais le service rendu. En août et septembre 1860, l'empereur a entrepris un long voyage à travers la France avec l'impératrice Eugénie à ses côtés. Ce ne fut pas un voyage, raconta celle-ci, mais une marche triomphale. L'empereur était comme transfiguré de bonheur. Il semblait vivre dans un rêve, dans un enchantement. Le 8 septembre, il était à Marseille où il arriva à bord d'un train impérial avec l'impératrice. Accueilli par le préfet Besson à la gare Saint-Charles, le couple impérial reçut les clés de la ville des mains du maire, Louis Lagarde, et se rendit aussitôt à l'emplacement de la future préfecture. Le monument grandiose que l'on connaît sera édifié à partir de 1861 à la gloire de l'Empire et ne sera achevé qu'en 1867. Mais en attendant, c'est dans l'ancien hôtel Roux, siège de la préfecture, que Napoléon III sera reçu avec tous les honneurs sous les acclamations de la foule, ce qui était nouveau pour lui par rapport à l'accueil glacial qu'il avait reçu en tant que président de la République en septembre 1852. Il faut dire que cette fois-ci, il apparaissait comme le défenseur des peuples opprimés et la communauté italienne le portait désormais au nu. 21 coups de canon furent tirés des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas, et après un dîner de gala, un spectacle composé pour la circonstance fut proposé au couple impérial, avec au programme l'opéra Le Trouvère de Verdi. Représentée à Rome au théâtre Apollo en janvier 1853, cette œuvre, dont le sujet est tiré d'un drame espagnol d'Antonio Garcia Gutiérrez, donna lieu, dès le soir de sa première, à un triomphe historique. Un journaliste de l'époque raconte que, durant toute une journée, les rues de Rome ont retenti du nom de Verdi, salué comme le plus grand compositeur que l'Italie ait jamais connu. En fait, l'extraordinaire popularité de Giuseppe Verdi avait débuté en 1842 avec son opéra Nabucco, représenté pour la première fois en mars 1842 à la Scala de Milan. Ce pathétique appel d'un peuple pour son indépendance atteignait son apogée avec le fameux Va Pensiero, connu également sous le nom de Chœur des esclaves, véritable hymne à la liberté qui sera repris pendant des années par tous les patriotes italiens lors des grandes manifestations contre l'occupant autrichien. Puis, en janvier 1849, Verdi présenta au théâtre Argentina la bataille de Legnano. Le soir de la première, c'est dans une atmosphère de délire quasiment hystérique que le musicien et son œuvre furent accueillis par un public mis en transe par les airs patriotiques. Ce soir-là, dit-on,
Verdi confirma de manière magistrale qu'il était bien devenu, aux yeux du peuple italien, l'incarnation des idéaux du Risorgimento, et il en prit la pleine mesure. En venant assister au trouvère de Verdi, l'empereur manifestait assurément sa sympathie toujours vive pour les combats de l'Italie en quête de son unité et de son indépendance, même s'il avait opté désormais pour une bienveillante neutralité. C'est ainsi que les Italiens de Marseille analysèrent ce geste. Le célèbre baryton Jean Vital James, dit Ismaël, dans le rôle-titre, remporta un véritable triomphe et le couple impérial ne fut pas avare en applaudissements. Le public se retourna alors vers la loge impériale et c'est l'empereur qui, à son tour, fut ovationné. Touché par cette réaction inattendue, Napoléon III se leva, s'inclina légèrement en signe de remerciement, puis désigna la scène pour ramener les applaudissements vers Ismaël, qu'il vint féliciter à la fin de la représentation. Né dans le Lot-et-Garonne, c'est à Marseille, où il s'était fixé au début des années 1850, que ce chanteur autodidacte absolu révéla la véritable dimension de son talent avant de connaître la consécration parisienne. Ce soir-là, on ne sait si c'est lui ou l'empereur qui connut le plus de succès. À la sortie de l'opéra, malgré l'heure tardive, une foule considérable attendait encore l'empereur pour l'acclamer. On entendait « Vive l'empereur !» mais aussi « Vive Ismaël !»« Vive Verdi !»« Vive Garibaldi !» Le lendemain, encore tout retourné par cet enthousiasme inhabituel pour lui, à Marseille, il assista à la messe à Notre-Dame de la Garde et constata l'avancée des travaux de la future basilique. De même, il put admirer la vue imprenable sur l'entrée du port depuis le promontoire du Pharo, où il faisait construire pour son épouse un palais magnifique sur le terrain que la ville lui avait offert. Marseille était alors en pleine euphorie des travaux gigantesques d'urbanisme. Mais ce qui émerveillait le plus les Marseillais, c'étaient les travaux de réalisation des chemins de fer, le moyen de transport de l'avenir, disait-on, et qui était fermement soutenu par l'empereur. Napoléon III rencontra à Marseille des ingénieurs, des architectes, des entrepreneurs, et la discussion s'engagea sur l'avenir de la ville. C'est alors que l'un d'eux informa l'empereur d'une promesse faite par le roi Victor Emmanuel lors d'une visite à Nice en 1857. Il s'était engagé à réaliser une ligne de chemin de fer Nice-Comines. Les Marseillais, comme les Niçois d'ailleurs, rêvaient alors d'un chemin de fer littoral reliant les deux villes. Napoléon III écouta avec attention les ingénieurs et les architectes. Au moment où l'on allait percer l'isthme de Suez, un tel chemin de fer, placé à mi-chemin entre la grande cité phocéenne et Gênes, ferait de Marseille et de Nice le point de soudure entre l'Occident et l'Orient. Napoléon III assura que la France participerait à ce beau projet. Et après avoir assisté à l'inauguration du Palais de la Bourse, il déclara, au cours d'un grand banquet, que Marseille allait être désormais à la pointe du progrès et que son activité portuaire, ferroviaire, industrielle allait se poursuivre sur un rythme soutenu et changer le visage de la ville. Après 3 journées bien remplies, les souverains s'embarquèrent à bord de leur yacht, l'Aigle, pour un court voyage d'agrément en Algérie. Dès son retour sur le continent, tout en désavouant pour la forme Garibaldi, il salua sa victoire
qui s'était concrétisé le 7 septembre par son arrivée à Naples en compagnie de Victor Emmanuel sous les vivas de la foule. Au même moment, François II, le roi des deux Siciles, s'embarquait avec son épouse sur un petit bateau à vapeur, le Messaggero. Et au dernier fidèle en larmes rassemblé sur le quai, la reine Marie-Sophie criait, en agitant son mouchoir: Torneremo, torneremo presto, nous reviendrons vite. Il ne devait jamais revenir. Mais François II, beau joueur, fit télégraphier à Garibaldi. Naples attend avec la plus grande impatience votre arrivée pour saluer en vous le Rédempteur de l'Italie et déposer dans vos mains les pouvoirs de l'État et son propre destin. Le 21 octobre 1860, le royaume des Bourbons se donnait à la maison de Savoie. François II fut donc contraint de capituler en février 1861 et s'exilera à Rome, et moins d'un mois plus tard, Victor Emmanuel put ceindre la couronne d'Italie. En octobre 1864, l'empereur se rend à nouveau à Marseille. Il visite le chantier de la nouvelle préfecture, ainsi que les travaux de la rue impériale, et rencontre le roi des Belges, Léopold II, qui loge au Grand Hôtel du Louvre et de la Paix. Comme le Grand Hôtel Noailles ou le Grand Hôtel des Empereurs, cet hôtel monumental, à l'architecture et à la décoration intérieure luxueuse, traduisait parfaitement l'opulence du grand commerce et la volonté du régime de faire de Marseille une vitrine de la richesse et de la grandeur de la France impériale. Œuvre de l'architecte Charles Paul, il était particulièrement fréquenté par les têtes couronnées comme la reine Victoria, qui, depuis l'exposition universelle de 1855, illustrant avec faste l'alliance de la France et de l'Angleterre, aimait se rendre en France, et particulièrement dans le Midi. À Marseille, elle aimait aussi venir déguster poissons, crustacés et coquillages à la réserve, sur la promenade de la Corniche, le seul établissement, selon un connaisseur en la matière, Alexandre Dumas, où l'on peut manger la véritable bouillabaisse aux 3 poissons. Dans son journal intime, elle évoquera ces moments agréables, ces belles promenades sous un ciel lumineux, la porcelaine de bon goût et l'excellent café. Lors d'un grand dîner, elle racontera avoir rencontré le valeureux général Canrobert, qui venait tout juste d'arriver du champ de bataille, et lui dit en se présentant: « J'étais dans les tranchées il y a 15 jours. » Sa conversation me charma, écrit la reine. C'était un homme tellement honnête et bon, si sincère et si amical, et qui aime tellement les Anglais. Très enthousiaste, il gesticule beaucoup en parlant. Il est trapu, ses cheveux noirs assez longs lui tombent dans le cou. Il porte moustache, mais pas de favoris. Il était très fringant dans son uniforme. Quant à moi, j'avais une robe de soie verte ornée de dentelles, et je portais des roses et des violettes dans les cheveux. Le général Canrobert était considéré comme l'un des héros de la guerre de Crimée. Il s'était illustré particulièrement à la tête du corps expéditionnaire de Crimée en 1855. Avec la guerre de Crimée, on peut dire que la France fit son retour sur la scène politique internationale. Le moins que l'on puisse dire est que Napoléon III n'avait ni le tempérament d'un homme de guerre, ni celui d'un conquérant comme son oncle.
son pacifisme humanitaire répugnait à la guerre. Et il avait d'ailleurs déclaré, en inaugurant l'exposition universelle, « J'ouvre avec bonheur le temple de la paix qui convie tous les peuples à la concorde. » Néanmoins, la guerre lui était pourtant apparue comme nécessaire afin de continuer la tradition glorieuse de l'autre et de donner à l'Empire une signification immense de nationalité et de grandeur. Ce vaste programme comportait l'affranchissement des nationalités opprimées. C'est pour soutenir la Turquie, d'ailleurs, contre le tsar Nicolas Ier, qu'avec Victoria, il s'engagera dans ce conflit. Et c'est dans le même but d'aider les nations opprimées qu'il intervint, comme on l'a vu, en Italie. Mais revenons à son séjour d'octobre 1864 à Marseille. Au cours de celui-ci, il rencontra plusieurs hommes d'affaires, comme Henri Bergasse, président de la Chambre de commerce, et le financier juif Jules Mirès, l'ingénieur Paulin Talabot, lié à la banque Rothschild et fondateur de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, ou PLM, mais aussi le banquier protestant Édouard Couve. Ce Marseillais, bien oublié de nos jours, était alors particulièrement populaire dans la cité phocéenne, aussi bien auprès des petites gens et des ouvriers, avec lesquels il aimait discuter et écouter, que de la grande bourgeoisie. Il avait commencé sa carrière comme commis, puis petit employé dans une banque, avant de participer à la création de la banque Lomond et compagnie, puis de fonder, en 1836, sa propre maison, Édouard Couve et compagnie, avec ses cousins Roulet. Il y associera progressivement ses 4 fils. Édouard Couve possédait un fort bel hôtel particulier, 24 rue Grignan, qui était à la fois son domicile et le siège de sa banque. Les journalistes satiriques marseillais brocardèrent alors Napoléon III. Il couve les banquiers et flatte les bourgeois. Il n'avait pas tort. Mais l'empereur était aussi très proche du petit peuple. En fait, sa personnalité était complexe et tortueuse. Il n'était pas fait, comme son illustre oncle, d'un seul bois. Et c'est en cela qu'il déconcerta beaucoup de gens. Il y avait chez lui plusieurs facettes, souvent contradictoires. Pour simplifier, disons qu'il y avait d'un côté Napoléon, le chantre du capitalisme naissant, et de l'autre Badinguet, l'ami du peuple et des ouvriers, auteur de l'extinction du paupérisme, qui se disait socialiste et ne cachait pas sa sympathie pour le mouvement ouvrier inspiré du socialisme. En mai 1865, Napoléon III effectue un dernier déplacement à Marseille après avoir rencontré le tsar Alexandre II à Lyon. L'accueil n'est pas chaleureux, mais sympathique. Toutefois, la cité phocéenne reste dans son ensemble insensible aux attentions que continue à lui prodiguer l'empereur. En 1867, la malheureuse expédition du Mexique, qui se solde par l'exécution de Maximilien de Habsbourg, et sa neutralité entre l'Autriche et la Prusse, l'affaiblissent. À la fin de l'année 1867, Napoléon III, qui ne faisait rien comme personne, choisit le moment où sa politique tant nationale qu'internationale fournissait ample matière à la critique pour desserrer l'écrou et accorder à l'opinion publique le droit de s'exprimer plus librement. Partout en France, les républicains retrouvent des couleurs. Des manifestations s'organisent aussitôt à Paris. En juillet 1868, le député marseillais Adolphe Thiers
déprimé, écrit: Je m'enfonce dans l'avenir avec le cœur ferme, mais les yeux fermés, ne voyant pas à 4 pas dans ce chaos. Bien que croyant alors à l'avènement de la République, il n'est pas d'accord avec les républicains, se heurte sans cesse à leur idéologie. De même qu'ils ont plaidé pour l'unité italienne, ces aveugles plaident pour l'unité allemande et pèsent sur l'empereur afin qu'il recommence au-delà du Rhin ce qu'il a fait au-delà des Alpes. Dans cette politique chimérique des nationalités, se demande Thiers, où est l'intérêt de la France? Nous sommes ici tantôt italiens, tantôt allemands. Nous ne sommes jamais français. Soyons français, que diable! Et, pour le bien du pays, celui qui sera le premier président de la Troisième République souhaite qu'un contrôle parlementaire empêche le gouvernement de commettre de nouvelles fautes à l'extérieur. Parmi les démagogues, les idéologues et les fous, le vieux singe fait entendre la voix de la raison, mais il est peu écouté par les politiques de tous bords. En la matière, il faut reconnaître que les poètes sont souvent plus réalistes que les politiques. Lorsque, en 1870, le jeune Arthur Rimbaud contemplera les soldats prussiens faisant l'exercice à Charleville, il haussera les épaules. Les imbéciles! Se donner tant de mal pour que dans 50 ans, une coalition européenne balaie le château de cartes édifié par Bismarck. C'est malheureusement, voyez-vous, l'incohérence de la politique extérieure de Napoléon III à partir de 1867, une politique dénoncée par Thiers qui précipitera la France dans la catastrophe. Sur le plan intérieur, les échecs de sa politique économique et ses conséquences sociales, la crise qui en découla et la misère des plus défavorisés ne pouvaient que déstabiliser un peu plus la France vacillante au bord du gouffre. À Marseille, si on continue à faire la fête, à rire et à chanter, on n'est pas moins mécontent. Et les paillettes, les somptueuses fêtes impériales, ne parviennent plus désormais à faire oublier la misère et les difficultés quotidiennes de nombreux Marseillais. Le feu couve sous la cendre. Des grèves éclatent. À l'Eldorado, rue de la Darse, actuelle rue Francis Dafsault, où se réunissaient une partie de l'intelligentsia et les radicaux, groupés autour du jeune avocat Gaston Crémieux, ou bien au petit café de la place Saint-Féréol, on dénonce la richesse des uns et la misère des autres. On parle révolution, changement de société, redistribution des richesses. Les socialistes font entendre leur voix, et dans les sociétés mutualistes, même les ouvriers les plus modérés et encore favorables à l'empereur finissent par les écouter de plus en plus attentivement. Dès 1869, Crémieux constatait avec amertume, dans une sorte de cahier de doléances adressé au préfet, intitulé « Mémoire des ouvriers de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône, M. Levert », avant l'ouverture des grands travaux de la rue Impériale, Marseille était la ville la plus hospitalière aux ouvriers. Les patrons offraient un salaire convenable. Il semblait que la prospérité régnant à Marseille ne pouvait que s'accroître. Les ouvriers n'avaient pas à se plaindre de leur sort, mais ils pouvaient espérer que ces grands ouvrages accomplis sur une vaste échelle augmenteraient encore leur bien-être en élevant le taux de leur salaire. Toutes les prévisions ont été trompées. La nouvelle organisation et la distribution vicieuse des chantiers ont ruiné patrons et ouvriers, introduisant ainsi à Marseille une peste inconnue jusqu'à présent, le marchandage.
qui est la forme la plus abjecte et la plus honteuse de l'avilissement des salaires, le marchandage est la plaie de la classe ouvrière, et l'ouvrier est impuissant contre le patron marchandeur. Gaston Crémieux, extrêmement populaire à Marseille, dans les milieux modestes, était alors surnommé l'avocat des pauvres. Peuple, réveille-toi, prépare-toi à la grande lutte qui va s'engager. Entonne la Marseillaise. La patrie est en danger. Le peuple demande des armes. Vive la République démocratique et sociale, proclame le futur martyr de la commune de Marseille. Si Napoléon III est affaibli en raison de la crise économique et sociale en 1869, c'est surtout sa santé chancelante qui l'affaiblit. Il ressentait alors les séquelles de ces 6 ans d'emprisonnement au fort de Ham en 1840, pour avoir tenté de renverser Louis-Philippe, le roi Louis-Philippe. Douleur rhumatismale, crise de goutte, douleur hémorroïdaire. En fait, à partir de 1863, il commença à souffrir d'une maladie qui ne cessa de s'aggraver. La lytine, ou maladie de la pierre, en d'autres termes, la présence d'un calcul dans la vessie. En août 1869, il traversa l'une des crises les plus longues et les plus douloureuses de sa maladie. Et il commença alors à organiser la régence et à laisser l'impératrice Eugénie le représenter dans toutes les manifestations officielles, même s'il n'ignorait pas que celle-ci n'était pas populaire et avait la réputation d'être conservatrice, au moment précis où il tentait d'orienter l'Empire vers le libéralisme. Une rémission de la maladie à la fin de l'année ne sera que de courte durée, et c'est de celle-ci qu'il mourut à Chislehurst, dans la banlieue de Londres, où il vécut ses dernières années en exil. Il devait inaugurer le canal de Suez qui allait apporter la prospérité à la cité phocéenne, superbe cadeau qu'il lui faisait. C'est en définitive l'impératrice, accompagnée du prince impérial, que Marseille accueillera avant leur départ pour la Corse, d'où ils se rendirent en Égypte pour inaugurer le canal le 17 novembre, avec la participation remarquée de nombreux vapeurs représentant notamment les messageries impériales et la compagnie marseillaise de navigation à vapeur, mais aussi d'éminents représentants du négoce marseillais, comme Jules Pastré ou Jules Charleroux, qui proclament alors « Notre ville est déjà en mesure de profiter des ressources qu'offre cette communication directe avec les contrées de l'Extrême-Orient. » Pour les négociants marseillais, le canal marque en effet un pas décisif vers la mise en service d'une voie maritime vers l'Orient, favorisant le trafic commercial. La situation privilégiée conférée à Marseille avec l'ouverture du canal explique leur optimisme et celui de tous ceux qui voient déjà dans le port phocéen la porte de l'Orient. Le peintre Puvis de Chavannes intitulera ainsi sa superbe fresque dont il ornera l'escalier d'honneur du palais Longchamp. Mais la réalité est moins rose, et Suez ne rapportera pas les profits espérés, tout au moins dans l'immédiat. Par ailleurs, le développement de la concurrence ne sera pas toujours favorable au port phocéen. Le Second Empire verra le triomphe du capitalisme et de la banque. À Marseille, la savonnerie et l'huilerie, nos industries traditionnelles, connaissent une réelle prospérité, de même que les industries du bâtiment. Mais, triste revers de la médaille, comme le soulignait Gaston Crémieux, la situation de la classe ouvrière s'aggrave. La métallurgie du fer, puis celle du plomb, est en crise,
entraînant la fermeture de nombreuses usines, et dans les autres, les salaires stagnent. Les femmes ne gagnent que la moitié du salaire minimum, et des enfants de 8 ans travaillent dans des conditions qu'une nouvelle législation rend à peine moins pénibles. La misère grandit, et avec lui, un nouveau fléau commence à toucher la classe ouvrière, et plus particulièrement les jeunes, le chômage. À partir du mois d'avril 1869, les réunions publiques se multiplient dans toute la ville. Elles permettent aux partis républicains de présenter leur programme politique. De juin 1868 au 4 septembre 1870, on en dénombrera à Marseille 214 publics et 89 privés. Aux élections législatives de mai et juin 1869, les radicaux remportent à Marseille une grande victoire. Et, un an plus tard, le 8 mai 1870, le plébiscite de Napoléon III se solde par 39 551 oui et 59 882 non. Les ouvriers, les commerçants, les artisans, la petite bourgeoisie, les intellectuels ont voté non. Pour renforcer ce prestige auprès de l'opinion publique, en particulier des classes laborieuses, Napoléon III va alors lancer notre pays dans une guerre effroyable, de l'avis unanime des historiens, la plus stupide de notre histoire. Le 19 juillet 1870, la France déclare donc la guerre à la Prusse. Paradoxalement, cette décision funeste de Napoléon III eut pour effet d'enthousiasmer la population. Les Français sont heureux. Les Marseillais ne font pas exception. La fibre patriotique vibre dans le cœur de la population marseillaise. Moins de 3 mois après le plébiscite, les Marseillais, qui n'avaient presque jamais acclamé Napoléon III, descendent dans la rue pour manifester leur joie au cri de « Vive l'empereur !» Napoléon III avait-il enfin réussi, après toutes ces années, à conquérir Marseille? Rien n'est moins sûr. Mais sur le moment, dans l'euphorie patriotique, il était enfin entré dans le cœur des Marseillais. Rapidement, l'esprit belliqueux gagne toute la presse et tous les partis. Seul, face à cette unanime euphorie, le député marseillais Alphonse Esquiros, présent sur les bancs de l'Assemblée à Paris, se lève et lance à la tribune, en s'adressant au ministre Émile Ollivier, « Vous avez le cœur léger alors que le sang va couler !» L'Internationale est la seule organisation à s'opposer à la guerre. Quant à Gaston Crémieux, il adopte d'abord une position plutôt pacifiste, avant de se rallier à la position dominante. Toutefois, bien qu'il ne devait pas manquer un bouton de guêtre, et que le sort de la Prusse était réglé, dès les premiers accrochages, les troupes françaises reculent. Napoléon III eut le tort de vouloir commander personnellement son armée, comme son oncle l'avait fait avant lui. Dans la débâcle, Émile Zola, bien informé, le décrit « Fardé comme un acteur, les chairs ravivées de vermillon, sûrement s'étant fait peindre pour ne pas promener parmi son armée l'effroi de son masque blême, décomposé par la souffrance. » Dès le premier combat à Sarrebruck, le 2 août 1870, il dut descendre de sa monture avec l'aide du prince impérial, s'appuyer contre un arbre pour ne pas tomber et gagner finalement sa voiture au bras d'un aide-de-camp. « Si j'avais su que j'étais atteint de la maladie de la pierre, jamais je n'aurais déclaré la guerre, » dira-t-il plus tard.
En fait, son médecin, le fidèle docteur Conneau, ne voulait pas l'inquiéter et s'était contenté de lui parler de rhumatisme et de cystite. Lors de la bataille de Sedan, le 1er septembre, malgré son mal, il erra pendant 6 heures à cheval au milieu des combats et sous les obus qui éclataient à quelques mètres de lui, en cherchant manifestement la mort. Mais celle-ci ne voulut pas de lui. Et le lendemain, le général MacMahon, grièvement blessé, signa la capitulation, tandis que l'empereur était emmené en captivité en Prusse, près de Cassel. La France ressentit cette capitulation comme la pire des humiliations, et les Marseillais apprirent consternés cette terrible nouvelle qui allait se répandre comme une traînée de poudre. La tension est alors au comble dans la ville. Aussitôt les ouvriers marseillais réagissent, stupéfaits et indignés. La joie manifestée même dans les quartiers populaires lors de la déclaration de guerre laisse place à la colère. Alors que les militants de l'Internationale sont arrêtés à l'heure du laitier, des travailleurs, déployant un drapeau rouge, parcourent la ville au cri de « Vive la République! Vive la paix !» L'histoire est, dit-on, un perpétuel recommencement. Comme en 1789, Marseille n'attendit pas Paris pour se soulever. Tout commença par des affiches collées sur les murs de la ville. Le gouvernement donnait des nouvelles du front et annonçait le grand malheur qui venait de frapper la patrie. Place de l'Anche, un homme, au visage livide, crie « Nous avons été vaincus et trahis !» D'autres discutent déjà des moyens à mettre en œuvre pour sauver le pays. Bientôt, une foule se masse spontanément place de la préfecture. Des ouvriers, des commerçants, des étudiants, des bourgeois discutent avec véhémence. Une fois la stupeur et la colère passées, les Marseillais considèrent que la défaite était aussi celle de l'Empire. Qu'elle était d'abord celle de l'Empire. Même les bonapartistes convaincus finissaient par le dire. Alors, que faire? La République doit prendre la relève, s'écrie le portefaix Jean Bonin. Il nous faut instaurer la République au plus vite, et ensuite trouver des armes à n'importe quel prix, et partir se battre pour défendre la patrie. Dix ans plus tard, après des débuts chaotiques, la République, troisième du nom, est installée solidement en France sous la présidence de l'austère Jules Grévy. Mais Marseille est encore traumatisée par les dramatiques événements de la Commune et le régime de l'état de siège dont elle n'est sortie qu'en 1876. Pourtant, elle a vite repris ses activités et son développement. C'est une ville vivante et croissante qui grandit presque à vue d'œil, comme une plante des tropiques, écrit Edmond About. Et elle croit beaucoup plus en la politique coloniale qu'entend mener la France et qui ne peut que lui être bénéfique. Ce jour-là, 10e anniversaire du désastre de Sedan, une messe a été célébrée à Notre-Dame de la Garde, qui a retrouvé sa place au cœur des Marseillais, après avoir été Notre-Dame de la Bombarde, lors de la terrible répression contre elle du général Espivon de la Villeboinay. De nombreuses personnalités sont présentes à cette cérémonie présidée par l'archevêque de Marseille, Monseigneur Louis Robert, et célébrée en la mémoire des victimes de la guerre de 1870. Parmi elles, Édouard Couve, dont la banque est devenue l'une des 5 plus grandes de la place et qui possède alors une belle fortune.
Doyen du consistoire, il représente en quelque sorte toutes les familles protestantes de la cité phocéenne, les Audibert, Beau, Fraissinet et d'autres. En sortant de la basilique après la cérémonie, un jeune journaliste du Sémaphore l'aborde et il lui demande ce qu'il pense de l'évolution politique de la France depuis 10 ans et de la place de Marseille. Édouard Couve lui répond à peu près ceci. Je crois beaucoup en la République et je soutiens ses initiatives pour rendre à la France la place qui est la sienne après les terribles épreuves de la guerre et de la Commune. Mais tout en étant depuis toujours républicain, je ne fais pas partie de ceux qui tirent à boulet rouge sur Napoléon et qui en fait une sorte de tyran. Malgré des erreurs, voire des fautes graves, tout n'a pas été négatif durant ces 22 années. Et dans le pays, il a longtemps suscité une grande adhésion du peuple. Quant à Marseille, il a profondément transformé et modernisé. Incontestablement, on peut dire que Marseille a connu sous le Second Empire de spectaculaires changements. Essor démographique, développement de l'activité portuaire et ferroviaire, grand boom commercial et industriel, immenses travaux d'urbanisme et de rénovation urbaine sous la direction de l'énergique préfet Charlemagne-Émile de Maupas, et également de maires bâtisseurs. Réalisation monumentale, depuis les édifices publics comme la préfecture, le palais du Pharaon, le palais de la Bourse, le palais Longchamp, jusqu'à la caserne Saint-Charles ou à l'imposant Hôtel-Dieu. Napoléon III a toujours courtisé Marseille, et celle-ci est souvent restée indifférente à ses avances, quand elle ne l'a pas grossièrement éconduit. Mais aujourd'hui, sa perception de l'homme et de son action a changé, et la cité phocéenne lui reconnaît au moins le mérite de lui avoir légué un remarquable patrimoine qui fait encore sa fierté. Au cours de son exil, on raconte que Napoléon III ne cessa jamais de penser à la France, examinant les problèmes français dans les moindres détails. Ainsi, au cours de l'automne 1872, quelques mois seulement avant sa mort, apprenant que le combustible venait d'augmenter en France et que l'on annonçait un hiver rigoureux dans tout le pays, du nord au midi, il écrivit au comte de la Chapelle. Les pauvres gens vont être exposés à bien des privations pendant les grands froids que l'on annonce. J'ai pensé à un appareil de chauffage qui, tout en augmentant considérablement le degré de chaleur dans un appartement, réduirait de moitié les frais de consommation. Voici les dessins de cette machine. Faites-la construire et nous ferons les expériences. Et 2 semaines avant sa mort, il aurait demandé à l'un de ses proches: savez-vous si la construction de la gare du Prado a commencé à Marseille? Je vous remercie.